Bonjour et puis merci pour votre présence. Juste un petit mot d'introduction. On vous propose aujourd'hui de mettre en perspective deux architectures que nous avons intitulées comme climatiques dans notre résumé, mais peut-être que toute architecture est climatique, on pourra en discuter ensuite. En tout cas, ce sont deux architectures qui ont explicitement mis l'accent sur la dimension climatique. Donc c'est formulé explicitement dans ces deux cas. Les deux cas, c'est un chalet suisse du début du XXe siècle qui va vous être présenté par Pauline Nerfin, qui est historienne de l'art à l'Université de Genève. Et le deuxième cas, donc j'enchaînerai ensuite, moi je suis anthropologue, concernera une maison contemporaine dans une petite île d'Okinawa au Japon. Donc voilà pour la présentation. Je pense qu'on peut peut-être commencer de suite avec la présentation du chalet suisse, sachant aussi que la question qui nous animait dans cette mise en perspective, c'était de savoir si entre une architecture du début du XXe siècle, qui se présente peut-être aujourd'hui comme ayant une certaine valeur patrimoniale, du fait de l'attention qu'elle a apportée au développement durable, et une maison contemporaine japonaise qui se veut smart et écologique, il y a peut-être un changement de paradigme qui a eu lieu concernant notre rapport au climat et notre rapport aux entités du climat, notamment dans les façons d'habiter. Donc voilà, ça c'est aussi pour éventuellement ensuite discuter la question qui nous animait dans cette mise en perspective. Donc voilà, Pauline, je te laisse la parole. Merci Fabienne, bonjour tout le monde. Alors voilà, cette petite communication se propose de s'attarder sur un objet architectural spécifique, le chalet suisse préfabriqué et sa relation au climat par le biais de son rapport au confort. Dès 1850, voit le jour une multitude d'entreprises qui travaillent le bois, qu'on appelle des fabriques, qui bénéficient des dernières innovations technologiques dans le domaine des machines-outils, permettant de produire à la chaîne de nombreux éléments, des madriers comme des lambrequins. Plusieurs de ces fabriques se spécialisent dans la réalisation de chalets suisses en kit. On trouve naturellement ces fabriques en Suisse, mais également en grand nombre à Paris. Le phénomène du chalet suisse en tant que mode durera grosso modo jusqu'à l'entre-deux-guerres, du moins en plaine et en ville, parce que je crois qu'il est toujours très actif à la montagne. Mais ça, c'est une autre histoire. Sur catalogue, les particuliers peuvent choisir en chalet et passer commande. Environ 6 à 8 semaines plus tard, le chalet est transporté en pièces détachées, proto-usinées en atelier et monté sur la parcelle du client commanditaire. Si le phénomène du chalet préfabriqué est connu, il a été longtemps sous-estimé en termes de quantité et de qualité, méprisé. Il n'a jamais été digne de rentrer dans la grande histoire de l'architecture, alors même que son existence prouve que l'industrialisation de l'habitation a bel et bien débuté en 1850, près de 100 ans avant son commencement officiel. Ce qu'il est intéressant de constater aujourd'hui, dans le thème qui nous occupe, c'est que la publicité menée à l'époque par les fabricants de chalets mentionne les gains considérables d'économie d'énergie, est vantée la bonne isolation des chalets et la comparaison avec la maçonnerie traditionnelle et le nombre de brevets déposés, un grand nombre concerne la performance thermique des parois et des façades. Tant le confort d'été que celui d'hiver sont mentionnés. De plus, les ateliers fabricants eux-mêmes, actionnés par des turbines hydrauliques ou des machines à vapeur, cherchent à rentabiliser tant énergiquement qu'économiquement leur installation, comme le montre l'exemple de la scierie mécanique des frères Monnerat à Carouge. C'est une petite ville à côté de Genève. C'est juste une image d'illustration, il n'y a aucune image sur cette scierie. Les frères Monnerat s'établissent en 1853 à l'emplacement d'une ancienne filature et réparent la grande roue hydraulique de 11 mètres de diamètre activée par la rivière de l'Arve qui met en mouvement leurs diverses scies. Quelques années plus tard, ils doivent déménager, ceci impliquant l'abandon de la force hydraulique.
Une chose aussi surprenante qu'intéressante révèle une forme d'écologie économique qui règne alors. La machine à vapeur des frères Monnerat est une machine à haute pression et la vapeur engendrée après avoir agi sur une des faces de piston, je cite, est chassée hors du cylindre et trop souvent cette vapeur s'échappe sans travail utile. Afin de tirer parti de cette source de chaleur subsistante, les deux frères décident de fonder deux autres établissements accolés à leur usine, des bains et une buanderie. Par la mise en place de deux réservoirs de grande capacité, environ 15 000 litres chacun, deux pompes, des tubes, des tuyaux et un appareil condensateur, la vapeur résiduelle de l'aciérie alimente en eau chaude la buanderie et les bains qui proposent 23 cabines individuelles. Les Monnerat ont aussi une démarche sociale car ils vendent aux habitants voisins à très bon marché leurs déchets et leurs sciures de bois pour faire du bois de chauffage. Alors, si des exportations de chalets ont déjà eu lieu au XVIIIe siècle, elles concernaient des demeures réservées à une élite. Ce que va amener la préfabrication, c'est véritablement la démocratisation du chalet suisse accessible à plusieurs catégories sociales. Et pour une surface comparable, il est nettement moins cher qu'une maison en maçonnerie traditionnelle. Comme l'annonce l'illustration en 1856, je lis « Ce qui n'était encore qu'une superfluité pour les riches va devenir, dit-on, grâce à l'appui du gouvernement et au patronage d'une puissante compagnie financière, une solution de bien-être et de pratique application pour toutes les classes de la société. Les deux chalets mobiles élevés dans l'avenue de l'Impératrice réalisent le confortable et élégant qu'on demande aujourd'hui à une demeure bourgeoise et la perfection économique d'une maison d'ouvrier. Jamais innovation ne fut plus opportune et ne sera mieux accueillie. Ingénieusement construite, habitable et saine du moment qu'elle est posée, utilisant les terrains les plus vagues et les emplacements les plus improductifs, aérée autant que possible et en même temps non moins chaude que ventilée, non moins bien éclairée que bien close, se démontant et se remontant dans des conditions de facilité inouïes, à l'abri de tout élément d'insalubrité, d'humidité, de sointement, défiant les inconstances de l'atmosphère. Naturellement, la maison de bois possède aussi son lot de détracteurs. Alors certains critiques demandent d'attendre, de voir si ces chalets vont tenir leurs promesses, hiver comme été. D'autres prétendent qu'ils sont infestés de punaises, puces, rats et, je cite, autres variétés d'animaux peu agréables. Et plus scientifiquement, on cherche à questionner la prétendue saturation des bois par des sels mécaniques qui ne seraient pas suffisantes contre le risque d'incendie. Un autre argument avancé relève de l'isolation phonique. Fritz Zeiler, qui peut être considéré comme l'importateur du chalet de l'Oberland bernois à Paris, est lié par son passé militaire à Napoléon III, qui le présente au préfet de la Seine. Alors, tant Zeiler que le baron Haussmann sont moqués par certains journaux qui rient du caractère soi-disant mobile des chalets. Alors, à l'image, vous avez le chalet des îles du Bois de Boulogne, transporté par Fritz Zeiler, et puis son catalogue de chalets mobiles. D'autres ironies à son sujet sont plus musicales. Je vous ai remis un petit extrait de 1856 toujours. La laou, la laïtou. Chantons une tyrolienne en rente des vaches, quelque chose d'alpestre, en un mot, en l'honneur de l'homme au chalet. Il se nomme Zeiler, il arrive en droite ligne de l'Helvétie, son pays, et on l'a vu entrer dans l'autre jour dans Paris, portant une maison de bois sur son dos. Bon Zeiler, que serions-nous devenus sans toi ? Tu nous arraches aux intempéries des saisons et de la tyrannie du propriétaire. Tu préviens cette furieuse jacquerie de locataires dont nous parlions dans un de nos derniers numéros. Comment s'étonner après cela que tous les journaux chantent tes louanges ? Nous avons cependant la chance de posséder un témoignage écrit d'une personne qui a habité un chalet construit par Zeiler dans la petite ville de Passy. Il s'agit du poète Jules Janin, qui assure à Louis-Eustache Odo, qui retransmet la conversation dans son traité de la composition et de l'ornement des jardins paru en 1859, je cite, qu'il n'avait eu qu'à se louer du sien, donc de son chalet, en toute saison. Et là, vous avez deux vues extérieures et une vue intérieure du chalet Janin. Quelques décennies plus tard,
dans le sillage de l'exposition nationale suisse qui se déroule à Genève en 1896 et dont le village suisse eut un énorme retentissement, 2 frères bernois ouvrirent une fabrique de chalets suisses à Genève en 1902. De manière extrêmement rapide, l'entreprise des frères Spring domina le marché régional et en quelques années, ils bâtirent, rien qu'à Genève, près de 800 chalets. Leur succès est en grande partie dû à leur marketing avant-gardiste. Les nombreuses publicités qu'ils font paraître mettent en avant qu'il y a des chalets pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Du chalet de jardin au luxueux chalet de 15 pièces. Voici 2 petits exemples. Et surtout vanté, outre leur solidité et leur bienfaçon, le fait qu'ils soient confortables. Alors il y a d'abord le confort que j'appelle le confort de l'esprit, car les prix sont établis à forfait et les devis ne peuvent contractuellement pas être dépassés. Le chalet est livré clé en main, les sous-traitants éventuels étant gérés par la fabrique Spring Frères. Et vient ensuite ce qu'on peut appeler le confort matériel, et la fabrique présente son système constructif, inspiré certes du chalet vernaculaire et séculaire des Alpes, mais modernisé pour répondre aux nouveaux impératifs climatiques. Alors, le premier critère réside dans le fait qu'ils sont à l'abri de l'humidité, grâce à leur sous-sol en maçonnerie, et puis petit à petit, le sous-sol est construit en béton. Et le dernier critère, c'est le faible niveau d'entretien qu'ils requièrent. Ils recommandent en simple passage, chaque 2 ou 3 ans, d'une huile minérale pour parquet sur les façades pour protéger le bois, ce qui est faisable par monsieur ou madame tout le monde. Et le critère du milieu, plus décisif, est leur invention, le panneau ou la paroi perfecta. Les frères Spring déposent un brevet en Suisse en 1908 et l'année suivante, un brevet pour la France également. Pour ceux qui étaient là à la conférence d'avant, on va parler un peu des murs creux. Donc le principe est en réalité très simple. J'ai mis les images du brevet. La figure 4 vient du brevet suisse, la figure 6 du brevet français, mais ça représente la même chose, un plus gros. Et donc, il est mis en avant un vide d'air laissé entre les parois extérieures et intérieures de la construction qui, couplé à une étanchéité parfaite, évite toute forme de condensation. Dans un article paru en 1911, la fabrique n'hésite pas à publier le nom de certains de leurs clients aux professions telles que docteurs, ingénieurs ou notaires, car ils sont, je cite, les personnes les plus compétentes pour juger le chalet, tant du point de vue de la solidité qu'est celui de l'hygiène et du confort. Donc on en déduit que l'ingénieur doit juger la solidité, le médecin de l'hygiène, et pour le confort, ça doit revenir au notaire. Regardons rapidement leur brevet. On peut décrire le système constructif comme une ossature, en fait, un système à ossature, ce qu'on appelle le Ständerbau, soit poteau-poutre. Je ne sais pas si c'est assez clair pour tout le monde, ça va ? Une sorte de squelette en bois, et après, on vient remplir horizontalement. Mais donc là, on a en fait entre ces poteaux des planches de sapin qui sont hautes de 20 cm, qui sont rainurées et qui vont se glisser entre ces poteaux. Alors, ce qui est assez rigolo et ce qui est décrit dans le brevet, c'est que ces planches, leur but, c'est d'imiter des madriers massifs. Donc, en fait, la technique ancestrale, la technique constructive qu'on appelle le blockbau, donc empilement de madriers à mi-bois, qui passe en fait pour la plus typique des chalets suisses vernaculaires. Donc, on imite une technique par une autre. Côté intérieur, je peux pas pointer, oui, ça marche, non, ça marche pas. Côté intérieur, donc vous le voyez bien sur l'image de droite, le revêtement peut être varié, lambris, briques, gypsées et ou tapissé. Entre les deux parois non porteuses donc, le vide d'air est séparé en deux par une fine cloison isolante en carton, formant ainsi un double matelas d'air. Afin de convaincre les autorités cantonales de la haute habitabilité de leur chalet, les frères Spring font savoir que le système Perfecta a déjà été appliqué à des centaines d'habitations, dont certaines à 2500 mètres d'altitude, et que les résultats sont plus que satisfaisants. Néanmoins, on ignore pourquoi, ils ressentent le besoin de faire établir par un ingénieur les qualités de leur paroi Perfecta environ en 1915. L'ingénieur mandaté, John Ober,
conclut en arguant que cette paroi, je cite, constitue au point de vue chauffage et ventilation une économie de 47% par rapport à de la maçonnerie ordinaire de grès de 50 cm d'épaisseur. Et là, on a des parois environ de 12 cm. Et qu'elle permet, couplée à un chauffage central, de garantir une température ambiante intérieure de 18 degrés toute l'année. L'ingénieur démontre que ces performances sont dues en fait au double matelas d'air et donc à la feuille de carton qui sépare le vide en deux compartiments. Que vous voyez, hein, c'est le D, le petit D. Après plusieurs tests, il en détermine le coefficient de transmission de chaleur à 0,83 contre un coefficient de 1,6, près du double, pour un mur en grès de 50 cm d'épaisseur. Plus c'est bas, mieux c'est. Sans la feuille de carton, le système Perfecta, son coefficient remonte à 1,1, et si on met la feuille de carton non pas au milieu mais collée à une des deux parois, eh bien le coefficient stagne à 1,04. Alors, l'un des frères Spring était maître charpentier, l'autre Ferblantier-Zinger. Sont-ils vraiment les inventeurs de ce système ? On l'ignore. À Genève aujourd'hui, cependant, on trouve encore une centaine de chalets Spring qui sont plus que centenaires. Par exemple, le chalet du Vallon, que vous voyez à l'image, qui est un chalet qu'on peut dire haut de gamme, avec une douzaine de pièces. Je vous montre aussi le chalet de la Genevrière, qui présente la spécificité d'avoir été construit en 1907 dans la commune de Gentot, d'avoir été ensuite acheté, puis déplacé dans les années 1940 à la commune d'Aunay, toujours par Jean Spring. Plus middle class, on trouve le chalet Paltenghi, construit en 1906, avec, on voit bien les parois Perfecta, et on voit bien que l'intérieur, il y a un peu une dichotomie, ça peut être tout à fait une villa du début du siècle. Le chalet se vit pas forcément à l'intérieur. Et puis, la gamme se décline encore en modèles plus populaires, comme ces deux derniers exemples. Alors, l'arrêt de la construction des chalets à Genève a été brutal au début des années 1930, suite à une prohibition pure et simple par un architecte moderniste devenu conseiller d'État, qui leur interdit le droit de citer. La performance écologique de certains de ces chalets sont étonnamment bonnes. Le double matelas d'air semble fonctionner encore. Alors, certaines parois des chalets ont été démontées et le vide d'air a aujourd'hui été comblé avec des isolants modernes et les planches remises grâce à leur rainure. Si on ajoute une isolation des combles et le passage aux fenêtres en double ou triple vitrage que beaucoup ont adopté, on ne peut que reconnaître une déperdition thermique à peine plus basse que les constructions neuves de la décennie dernière. Si l'on tient compte de ce que l'on appelle l'énergie dorée et des coûts carbone d'une démolition-reconstruction, le bilan est en fait excellent du point de vue de la durabilité. Dans cette petite exposé, il a été davantage question de technique que d'esthétique. C'est un peu une première pour moi. Mais c'est bien pour cette deuxième option, donc esthétique, que ces chalets sont redécouverts depuis quelques années maintenant, et dans une optique de patrimonialisation. Pour conclure, je dirais simplement que j'ai eu l'opportunité de visiter une quinzaine de chalets Spring, et les propriétaires rencontrés témoignent encore aujourd'hui de leur grande confortabilité. Voilà. Merci beaucoup. Donc je vous propose d'enchaîner de suite avec la maison japonaise, et puis ensuite on aura la discussion commune pour les questions, quelle que soit la partie de l'exposé sur laquelle portera vos questions. Donc on enchaîne avec une maison qui se décrit comme écologique et intelligente. Une Smart Eco House qui a été construite dans la petite île japonaise de Miyakojima. Donc on est... L'île de Miyakojima, c'est en fait un regroupement de 5 îles, mais ce n'est pas forcément important pour notre propos aujourd'hui. Et on est dans l'archipel d'Okinawa, donc tout au sud du Japon, plus proche de Taïwan que, par exemple, de Tokyo, qui est à 2000 km. Et c'est une petite île qui fait une quarantaine de kilomètres nord-sud.
Donc vraiment de taille modeste, mais très ambitieuse par ses projets. Et en l'occurrence, cette maison s'inscrit dans un projet plus large qui s'intitule Smart Eco Island, qui est un projet de faire de l'ensemble de l'île un environnement qui soit respectueux de l'ensemble des existants, un environnement qui soit écologique et smart dans la mesure où, on va le voir, il recourt à un certain nombre de... ça repose sur un certain mode de pensée, on va dire, pour l'instant. Donc voilà, cette maison s'inscrit dans un contexte plus large et c'est peut-être important à garder à l'esprit. Ensuite, c'est un habitat, pour revenir sur la maison elle-même, qui a été pensé pour... alors on retrouve cette notion de confort, pour offrir un climat, je dis bien un climat confortable, dans une région où règne la chaleur, l'humidité, les typhons, et offrir un climat confortable à moindre coût énergétique, notamment grâce à un système de ventilation naturelle. Donc déjà, on voit qu'il y a comme 3 climats qui se télescopent. Le climat que la maison a à charge de créer, le climat de l'île, un climat subtropical, et puis un 3e climat qui est le climat global, celui du réchauffement climatique, c'est l'Anthropocène, c'est la prise de conscience d'une crise environnementale. Et l'idée va être d'utiliser le climat local d'une certaine façon, très particulière, pour, en quelque sorte, préserver, sauvegarder le climat global. Et l'utilité, on va voir, est vraiment le maître mot du fonctionnement de cette maison. Alors là, vous voyez le modèle urbain. Je dis la maison, en fait, il y a deux modèles, 2 prototypes qui ont été construits. Une version urbaine, que vous avez là à l'image, et une version dite villégiature, campagne, qui sont toutes les deux reposent exactement sur les mêmes principes climatiques, qu'on va détailler un petit peu davantage. Toutes les deux font à peu près une centaine de mètres carrés, si ce n'est que dans la version urbaine, c'est compacté sur 2 niveaux, alors que la version village est une version de plein pied. Et toutes les deux peuvent être visitées ou louées pour de courts séjours par la municipalité. C'est la municipalité qui est à l'origine de tous ces projets. Alors, on peut peut-être examiner plus en détail le fonctionnement. On va prendre le modèle urbain. Il y a tout d'abord une porte en bois à claire-voie qui filtre la lumière. À l'intérieur de la maison, tout est en bois, les planchers, le mobilier, les plafonds, les murs, un bois qui a été choisi pour ses qualités d'absorption d'humidité. Il y a aussi tout un système de lucarnes. Alors, je ne crois pas qu'on puisse zoomer. Les lucarnes, vous les voyez dans la première image, en haut à gauche. Des lucarnes qui sont placées soit au bas des murs, au rez des murs, donc c'est le cas ici. On les voit également là, donc ça c'est au rez-de-chaussée, soit alignées verticalement à l'étage, comme on le voit sur cette photo, et uniquement sur cette photo. Donc il y a ce jeu de lucarnes qu'on peut ouvrir et fermer à loisir pour orienter la circulation de l'air, comme autant de manettes, si vous voulez, pour conduire la circulation de l'air à l'intérieur de la maison. Globalement, c'est une maison dans laquelle la pénombre domine, du fait que la plupart des ouvertures donnent sur un mur claustral qui entoure l'ensemble de la maison. Alors on peut revenir peut-être sur la... On le voit un petit peu là, mais je crois que c'est sur la première diapo qu'on le voit le mieux. Alors, on a parlé de murs creux à l'instant et de murs creux dans l'intervention d'avant. Là, l'architecte désigne ce mur comme un mur tampon. C'est un mur en béton perforé qui crée un petit sas entre le mur extérieur de la maison et l'extérieur. Donc le petit sas, on le voit là sur cette image en bas. Et ce mur a une double fonction. À la fois une fonction parasol, en ce qu'il filtre les rayons du soleil et atténue aussi la réverbération des rayons du soleil sur les vitres, donc atténue la production de chaleur à l'intérieur de la maison. Et puis une fonction de protection contre les tempêtes. Je rappelle qu'on est sur une île qui est en proie plusieurs fois par an au taïfou,
comment on dit ça, voilà, au typhon. Et donc, il a aussi une fonction de protection contre les tempêtes. C'est un mur qui vise à atténuer, on pourrait dire tempérer les vents lorsqu'ils sont trop forts. Tempérer les vents avant de les introduire donc, dans ce jeu de lucarne savamment disposé. Alors, il y a aussi un système, c'est aussi une maison qui collecte les eaux de pluie. C'est une maison qui utilise et qui transforme les rayons du soleil via des panneaux solaires installés sur le toit. Et le végétal également est mis à contribution au moyen d'une voie verte. Là, on le voit au moment de la plantation, qui est disposée au ras du sol, à l'extérieur de la maison, et qui, elle, a pour fonction de décharger les vents de leur humidité et de leur chaleur. Donc, il s'agit d'avoir un usage des matériaux, des végétaux, et pour ce qui nous intéresse dans le cadre du festival, un usage des éléments du climat. Et pour cela, pour utiliser au mieux les éléments du climat, pour les exploiter au mieux, comme le dit l'architecte, on a opéré une décomposition climatique. Alors c'est moi ce que je propose d'appeler une décomposition climatique. On, c'est les architectes, les ingénieurs. C'est-à-dire que chaque entité, le vent, la pluie, le soleil, a été analysée, décomposée en données, en informations, et on est vraiment dans le régime de la donnée et de l'information. Chaque entité a été comme disséquée en propriétés utiles. Donc on a étudié les vents, les précipitations selon leur volume, leurs intensités, leur temporalité, leurs amplitudes, leur direction, leur moment de l'année, etc. Donc vous voyez le résultat de ce travail qui a donné lieu à l'élaboration des plans dans le cadre de la version urbaine. Et là, désolé, c'est en japonais, c'est dans le cas de la version, mais ça reprend tout à fait les mêmes principes, dans le cas de la version campagne. Donc, il y a cette idée de chiffrer, de quantifier la nature. L'atmosphère qui est créée par cette architecture émane d'un ensemble de calculs, de mesures, de prévisions qui ont eu pour objectif d'identifier des propriétés utiles et d'assigner donc des fonctions aux éléments du climat. Cela conduit aussi à une mise en système, c'est-à-dire que chaque élément du climat et les éléments qui participent au fonctionnement de la maison de façon générale sont amenés à collaborer les uns avec les autres. Par exemple, le vent qui collabore avec le béton, ensuite avec les lucarnes, ensuite avec les végétaux. Vous voyez, il y a une sorte d'agencement comme ça, on peut appeler ça multispécifique, puisque ça fait intervenir des éléments de différentes natures, et qui est une mise en système. Alors, l'architecte, lui, ne parle pas de système. Lui évoque néanmoins cette idée, mais de façon, on va dire, peut-être plus positive, en mettant l'accent sur la symbiose. Il parle d'un collectif environnemental. Pour décrire le fonctionnement de sa maison, il parle d'un collectif environnemental pour mettre l'accent sur le côté symbiotique, harmonieux de cette collaboration entre les différents éléments mobilisés pour le fonctionnement de la maison. Et les résidents, les êtres humains, en font tout à fait partie. Alors, ça se passe quand même, on pourrait dire pourquoi pas, et puis avec un aspect intéressant, c'est que ça met un petit peu tous les éléments à égalité, aussi bien les humains que les éléments du climat, que les matériaux, etc. Cela étant, ça se fait au prix d'une très grande simplification, ce qu'on peut appeler, enfin ce que j'appellerais une réduction ontologique, c'est-à-dire que chaque élément est réduit en tant qu'être et dans la multiplicité de ses possibilités d'être. Par exemple, le vent est ramené à sa faculté de ventilation. Le soleil est ramené à une source d'énergie. Ce n'est pas le romantisme d'un coucher sur la plage, ce n'est pas une source de vitamines, ce n'est pas un danger contre lequel il faudrait se protéger. Vous voyez, le soleil, c'est tout ça, mais dans un fonctionnement tel que celui de cette maison, ce n'est plus qu'une source d'énergie. Donc, pour rassembler un petit peu les idées, cette maison, c'est, on pourrait dire, un dispositif de capture du milieu
et des éléments qui le composent, un mode de conditionnement de ces éléments et un fonctionnement clos dans lequel les relations sont déterminées d'avance, sont prédéterminées. C'est ça aussi l'idée de système. Les relations, elles sont programmées et du coup, elles sont invariables. On ne fait pas d'expérience sensible du climat dans un habitat comme celui-ci. Alors certes, c'est une climatisation qui n'est pas électrique, énergivore, mais c'est une climatisation qui reste mécanique, machinique, on pourrait dire, dans la façon de penser les agencements et les relations. Et c'est en ça qu'elle est intelligente. C'est pas parce qu'elle recourt de façon massive aux nouvelles technologies, c'est souvent comme ça qu'on définit le smart, mais elle est intelligente en tant que mode de pensée, en tant que mode de fonctionnement. C'est-à-dire que son mode opératoire est celui de la technique et celui de la machine. Alors, elle se décrit comme une maison semi-ouverte. Néanmoins, on le voit avec cette fermeture et cette notion de système, elle fonctionne comme les habitats clos sous air conditionné. Et elle essaye de reproduire d'ailleurs les standards de confort, d'hygrométrie, de température des habitats sous air conditionné. Cependant, il existe sur l'île d'autres habitats d'un autre type et des habitats très présents. On pourrait appeler ça l'architecture locale, vernaculaire, qui sont des habitats ouverts, de type ouvert, dans leur façon de proposer une expérience du climat. Et là, je vous ai pris en photo la maison de mon voisin. Moi, j'habitais dans un hameau de pêcheurs et d'agriculteurs au nord de l'île. Et ça, c'est le type de maison qu'on voit un petit peu partout sur l'île. Donc, un sorte de gros bloc maçonné de béton, au crépi délavé par des décennies de typhons et de chaleur moite, et qui présente de larges baies, fenêtres, porte-fenêtres, ouvertes de jour comme de nuit. Toute l'année, ouvertes de jour comme de nuit. Ce qui veut dire que dans cette maison entrent et circulent sans discrimination le vent, la lumière, la chaleur, l'humidité, les insectes volants, rampants, parfois les deux, qui habitent eux aussi le lieu. Donc c'est très différent de la maison précédente qui, elle, avec son mur en béton perforé, sa porte d'entrée en treilles, ses lucarnes, opère une filtration. Dans la maison écologique Smart, tout ne rentre pas, et ce qui rentre, ce qui est autorisé à rentrer, ne rentre pas sous n'importe quelle forme. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail peut-être des architectures japonaises, parce que je vois que le temps file, mais cette ouverture de la maison japonaise a été soulignée dans de nombreux travaux. Ouverture sur le jardin, ouverture sur la nature, ouverture sur le voisinage. Et a beaucoup été soulignée aussi l'absence de distinction nette entre intérieur et extérieur, donc une sorte de porosité. Ce qui veut dire que ce sont des maisons dans lesquelles le corps ressent le climat. On ressent les variations thermiques et on ressent, je dirais, si on n'est pas acclimaté, un certain inconfort. Ce sont des maisons étouffantes en été et plutôt froides en hiver. Voilà, j'avais pris une citation de l'architecte Ito, que vous connaissez certainement, qui a été Pritzker Prize en 2013, donc célèbre architecte japonais, qui, dans un livre où il s'interroge sur les possibilités de l'architecture après Fukushima, il adresse une critique à la pensée moderniste. Il dit la pensée moderniste est une conception séparant clairement les choses, moi et les autres, l'intérieur et l'extérieur, etc. Cette netteté a beaucoup profité au développement technologique, mais elle a aussi évacué les zones grises de l'ambiguïté. La richesse de la langue japonaise, de l'espace architectural traditionnel japonais ou des relations humaines résidait aussi dans cette ambiguïté. Dans la maison de mon voisin, on ressent la brise nocturne qui rentre par les fenêtres, on ressent les grands vents, taïfus, qui font claquer les volets, on ressent la moiteur de l'été, on ressent l'humidité des matériaux à la saison des pluies, etc. Et cette ambiguïté dont parle Ito implique cette coprésence. Elle implique de faire avec les éléments, et de faire avec les éléments tels quels, c'est-à-dire tels qu'ils sont, dans leur entièreté, dans leur pleine consistance, avec les qualités qui sont les leurs, non modifiées à ce moment-là de l'expérience qui est faite.
Donc, on pourrait peut-être identifier au moins 3 rapports au climat, selon les 3 habitats que j'ai évoqués selon plus ou moins en détail. Un premier rapport qui est se couper du climat, ce sont nos habitats sous air conditionné. Deuxième rapport, utiliser le climat, c'est la maison écologique intelligente qui le décompose pour l'utiliser. Et troisième rapport au climat, le ressentir. Et là, il ne s'agit plus, comme dans les 2 premiers cas, de climatiser, que ce soit de façon électrique ou de façon naturelle, mais il s'agit de s'acclimater. Donc c'est un autre rapport. Un autre rapport, je dirais, qui est sur le régime de l'affect. Je sais pas, j'ai encore 2 minutes. Ouais. Un autre rapport, dans les 2 premiers cas, on est dans le conditionnement, et dans le cas de l'architecture vernaculaire, on est plutôt dans un régime sensible de l'affect. Je vais terminer sur ce point de l'affect en disant peut-être 2 aspects par rapport à ça. Tout d'abord, l'affect peut être un plaisir esthétique. C'est peut-être moins évident en Occident pour aller vite. On a peut-être tendance à associer à l'esthétique des objets, des pratiques qui relèveraient plutôt du domaine des arts. En Chine, au Japon, entrent dans l'esthétique les expériences quotidiennes et toute la vie telle qu'elle peut être vécue au quotidien. Et notamment le climat, le temps qu'il fait partie des sources possibles de plaisir esthétique. Et ça, indépendamment ou au-delà de l'inconfort que peut ressentir le corps. Et c'est peut-être là aussi où on entre dans des notions d'ambiance et d'atmosphère qui ne sont plus des ambiances définies par des normes, par des standards, mais des relations souvent éphémères, donc changeantes, variables, et il n'y a rien de plus variable que le climat, des relations propres à des moments, à des activités et à des êtres en présence. Alors l'Ecohouse, elle, bien sûr, elle offre la maison écologique intelligente, un climat stable, favorable toute l'année, et elle offre l'expérience d'un vent qui n'est ni trop fort, ni trop faible, ni trop chaud, ni trop sec, ni trop humide, un vent moyen. Et je dis un vent moyen parce qu'en japonais, il y a un terme, shifu, pour dire vent moyen, et dans le registre de description des maladies, on utilise ce terme-là, shifu, pour dire la paralysie. Donc je trouvais que c'était assez parlant par rapport au régime des affects. Se laisser affecter, c'est tout le contraire d'une paralysie. Là, je vous ai mis le kami de la divinité de l'air et du vent. Et dernière chose par rapport à l'affect qui me semble important, c'est qu'au-delà d'être peut-être la source d'un plaisir esthétique, c'est aussi peut-être une possibilité de compréhension, et donc là, des éléments du climat, et à la suite de ça, une possibilité d'engagement envers ces éléments. C'est-à-dire que se laisser affecter, ça peut être aussi une façon de comprendre l'élément qu'on va éprouver. Cette expérience-là peut être aussi une expérience de connaissance. Et il me semble que pour pouvoir s'engager, le préalable de la connaissance peut être un aspect important. Et être affecté par l'élément, on pourrait dire, c'est le comprendre au sens vraiment de comprendre, le prendre avec soi. Voilà, j'arrête sur ces mots. Merci. On a un quart d'heure pour discuter. Est-ce que c'est une zone sur laquelle il y a des séismes, et est-ce que ces architectures prennent en compte les problèmes de tremblement de terre au Japon? C'est pris en compte. Okinawa, c'est pas la zone où il y a le plus de séismes, mais
ce mur en béton perforé, par exemple, est un élément repris à l'architecture vernaculaire. Ça existe dans l'architecture vernaculaire pour précisément protéger les maisons des vents violents, donc plutôt des typhons. Mais là, il y a un usage autre qui a été fait au sens où ça encapsule l'ensemble de la maison, alors que dans l'architecture vernaculaire, ce sont des petits murets qui ne font pas tout le tour de la maison et puis qui sont dispersés ici et là. Mais la question des séismes est moins importante à Okinawa. Question pour les chalets suisses et concernant leur durabilité. Est-ce que vous avez une idée de la nature des bois qui sont utilisés? Des essences d'arbres, en fait, parce que ça peut varier beaucoup Oui. quant à la conservation. Oui, la plupart des fabricants donnent les bois qu'ils utilisent. C'est souvent les mêmes espèces qui étaient utilisées au niveau de la construction traditionnelle des siècles passés. Donc on trouve du sapin. Après, bon, c'est vrai oui et non, parce qu'il y a de plus en plus après, le marché est envahi par le pitch pin qui vient des États-Unis et du Canada. Mais sinon, oui, c'est essentiellement sapin, mélèze, châtaignier, pas vraiment, non. Épicéa, beaucoup pour les structures de charpente. Voilà. Et puis après, ça dépend aussi les régions. Mais bon, j'ai pas vraiment eu le temps de développer trop en détail, mais c'est vrai que voilà, il y a quand même beaucoup de fabricants qui conservent le système constructif dit à madrier, sauf que c'est des madriers de section un peu moindre. Et puis il y a certains fabricants, à l'image des frères Spring, qui vont développer un système un peu novateur. Alors, je pense que tout le monde a adoré vos présentations. Je suis fasciné par vos explications. Quand on parle de chalet suisse, quand on parle d'architecture en Suisse, d'architecture suisse, je pense au chalet suisse. Et vous avez mentionné un architecte qui en Suisse a fait stopper la construction de ces chalets suisses. Donc je voulais savoir en fait comment, si on peut en savoir plus sur cette histoire. Et de fait, est-ce que le chalet suisse revient à la mode? Parce que c'est mon idée de l'architecture suisse. Une question sur le Japon. Vous n'avez pas mentionné l'usage des plantes, mais j'ai vu qu'il y avait des plantes et des arbres. Et comme je sais que ça a une influence sur la climatisation des bâtiments, je voulais savoir si vous aviez un commentaire là-dessus à faire. Une remarque générale, une question à vous deux. Que ce soit sur le chalet suisse ou sur la maison japonaise, il y avait une présentation d'un monsieur plutôt sur la machiya, la maison traditionnelle à Kyoto, qui est en train de disparaître. Et j'ai l'impression que ce soit le chalet suisse ou les maisons japonaises, ces architectes et traditionnellement, ces gens ont trouvé des façons de s'adapter au climat local. Et ce sont des choses qu'on a perdues. Donc vous avez parlé du modernisme. Donc ça m'intéresse de savoir finalement si cette période des 50 dernières années n'a pas vu la disparition de ce savoir ancestral et comment on peut réexploiter, vous l'avez un peu montré au Japon, mais aussi pour le chalet suisse, je suis curieux, utiliser toutes ces inventions dans l'architecture moderne. Ok, merci. Je commence et puis je te laisse continuer. Alors, l'architecte en question, je ne sais pas s'il est très connu ailleurs qu'en Suisse, mais en Suisse, il est considéré comme un grand architecte de la période dite moderne. Il s'appelle Maurice Braillard. Il a un certain nombre de ces immeubles qui sont classés monuments historiques. Et alors, c'est une histoire un peu compliquée parce qu'il n'a pas fait un décret pour interdire le chalet suisse, mais au moment où il est socialiste, il y a eu une petite période très brève à Genève où il y a une majorité de socialistes au Conseil d'État. Ils étaient 5 personnages, et il arrive à trouver une majorité pour prendre ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelait le département des travaux publics. Et lui, il va avoir ce que ne faisaient pas les autres avant lui, il va vraiment demander à avoir tous les permis de construire. Et il va redessiner dessus. Et dès qu'il y a quelque chose qui ressemble de trop près à un chalet,
il va dire non, alors chalet oui, mais ça doit être en béton, le toit doit être comme ci, le toit doit être comme ça. Et il y a un énorme mouvement, hein. Enfin, tous les journaux en parlent, ça s'appelle l'affaire des chalets suisses à Genève, et c'est vraiment quelque chose d'assez... et on le traite de chaletophobe. Donc c'est assez rigolo, il y a plein de colibets, et après on dit... il y a des comptes rendus des séances d'administration où on dit il déteste tellement le bois qu'on a peur de mettre ne serait-ce qu'un crayon dans la salle. On ne lui met que des stylos en métal. Et bon, après, c'est peut-être un peu la verve journalistique qui s'enflamme, mais c'est vrai que puis après, il va essayer de créer des concours de maisons en bois pour dire je n'ai rien contre le bois, parce qu'il y a les charpentiers, les menuisiers qui font grève, ils n'ont plus de boulot, et donc il y a une pression populaire très forte, et il organise un grand concours, il est dans le jury, pour faire une maison en bois qui n'est pas en chalet, qui serait genevoise. Et en fait, c'est très rigolo, parce que le premier et le deuxième prix, ce sont des grands architectes modernistes, et puis en fait, leur maison ressemble à un chalet, quoi. Donc, mais voilà, pour cette histoire du chalet suisse, alors, je n'ai pas le temps de développer parce qu'il y a le style chalet et le chalet suisse qui sont en fait complètement deux choses différentes. Mais effectivement, ce que je pense dans l'imaginaire collectif, on voit un peu comme le chalet suisse par excellence, c'est vraiment le chalet de l'Oberland. Donc c'est une construction plus ou moins carrée, cossue, assez massive, avec un toit à large des bords. Et en fait, chaque région de la Suisse a son propre chalet. Et ce chalet oberlandais, après avoir fait un peu le tour du monde, il vient envahir les régions de montagne suisses et se mettre en contradiction avec la propre architecture régionaliste. Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais sur votre dernière question, oui, il y a du savoir qui s'est perdu, qui se perd encore, mais qu'on est peut-être maintenant en train de redécouvrir. Voilà, enfin, de façon générale, des architectures vernaculaires dans le monde, hein, on sait, en Iran, il y a les greniers avant, à Yazd, et maintenant on les redécouvre et on sait qu'avec 50 degrés à l'extérieur, on arrive à conserver des glaçons avec du low-tech. Donc ça se redécouvre. Et puis le chalet d'aujourd'hui ou la maison en bois d'aujourd'hui, elle a aussi l'avantage que le bois, c'est un puits de carbone. Donc si on le laissait se décomposer ou qu'on le brûlait, il rend la quantité de carbone qu'il a toute sa vie absorbée avec son feuillage, il va la restituer en le stockant dans un chalet. Et on a des chalets, le plus vieux chalet en Suisse, il est du XIIIe siècle. Donc ça fait 7 siècles qu'il stocke des quantités énormes de carbone. Donc voilà, c'est un matériau du passé, mais qui a encore un grand avenir. Par rapport à votre question sur la voie verte, la contribution des végétaux, il y avait, en effet, ça fait partie du package, j'allais dire, des éléments qui sont mobilisés. J'ai juste passé rapidement cette photo tout à l'heure. On voit la voie verte en train en plantation. On le voit peut-être mieux sur les plans, en fait. Oui, là, sur les plans, vous voyez, c'est pensé tout autour de la maison. Par rapport à votre question de la récupération, du réemploi ou tout simplement retrouver des techniques de construction vernaculaire. Je pense qu'il y a aussi une question par rapport à la réponse que vient d'apporter Pauline. Il y a aussi un autre aspect, c'est que dans le cas de la maison de mon voisin, on n'a pas du tout les mêmes standards de confort que dans nos habitats. Nos habitats, je pense, qui sont plus ou moins les nôtres. Après, on a des habitats plus ou moins isolés, plus ou moins sensibles, plus ou moins poreux. Mais la question, elle est aussi au regard de quels critères souhaite-t-on habiter et à quel prix. Il n'y a rien à redécouvrir dans l'architecture de la maison de mon voisin. Tout est là à disposition. On peut continuer de construire des maisons de la sorte. Simplement, ça implique, pour les corps qui y vivent, de vivre avec le froid, le chaud, l'humidité, de se chauffer autrement. Par exemple, au Japon, on ne chauffe pas la pièce dans laquelle on circule, mais plutôt, je fais des grandes généralités, mais le principe, c'est plutôt de chauffer les corps. Donc, il y a des systèmes de chaufferette avec une couette par-dessus la table quand on mange, ou on se met autour du poêle, ou on rajoute des couches. Donc, voilà, par exemple, chauffer le corps ou chauffer l'espace dans lequel le corps se déplace, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a certainement des techniques et je pense que les architectes passent leur temps à reprendre ces techniques et
et à les remettre au goût du jour et en tirer le bénéfice. Mais après, il y a aussi des notions comme le confort qui est une notion construite culturellement, individuellement, et puis qui change au fil du temps. Et il y a peut-être des choses aussi qu'il faut questionner à ce niveau-là. Donc, c'est la question des techniques, mais c'est aussi la question des conditions dans lesquelles on veut habiter et qu'est-ce que ça signifie pour nous habiter, et habiter l'espace domestique, mais aussi habiter la planète, etc. quoi. Donc, d'un seul coup, c'est une grosse boîte de questions qui s'ouvre. Et le bain, exactement. Tout à fait. Tout à fait. La chaufferette, le bain et puis le poêle, on va dire. Peut-être les 3 sources principales, tout à fait. Le bain brûlant. Il y a des sources chaudes au Japon, parce que j'entends très écolo, mais il y a des sources. Le problème qui est un peu universel en ce moment, c'est que les pouvoirs politiques font des lois, même au niveau de l'Europe, qui impliquent d'isoler sa maison de telle façon, même si elle est poreuse. Il faudrait isoler la maison globalement, puis après mettre des VMC partout, et que lié à cette culture du confort, qui n'est que quelque chose de culturel, justement, il y a des lois qui sont liées au lobby, peut-être, et qui vont infliger des choses par rapport au bâti, qui sont, à mon avis, effrayantes, je ne sais pas, sous couvert d'être bon pour la planète. C'est d'une telle technocratie qu'au niveau du bâti et de l'architecture, je suis dubitative. Voilà. Non, je pense à toutes les lois sur les DPE, où c'est normal qu'il n'y ait pas de passoire thermique, c'est normal de s'en préoccuper. Mais les lois, elles vont être de plus en plus dures par rapport à ça, et donc on va être pris dans des systèmes technocratiques qui n'ont plus rien à voir avec la réalité anarchie, du confort acceptable. C'est lié à des lobbies, ce sera de la technocratie verte qui n'est plus du tout de la vraie écologie. Enfin oui, bon, voilà. Oui. Je suis désolée. Non, vous avez raison, mais je pense qu'il faut qu'on conclue. Mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Mais c'est vrai qu'on a un peu des systèmes, on a un peu présenté qu'on pourrait qualifier de low-tech. Et on a maintenant de plus en plus du high-tech. Et le but, on va isoler par l'extérieur une maison avec du polystyrène. Mais on ne prend pas en compte le coût carbone pour produire ce polystyrène. Et c'est ce que j'évoquais en utilisant le mot que je trouve très poétique d'énergie dorée. Et puis de se dire, quand on démolit une maison puis qu'on va en reconstruire une, en fait, on perd toute cette énergie qui est déjà existante, qui a déjà été utilisée par le passé et qu'on peut juste... c'est comme quand il y a une valeur patrimoniale dans l'édifice qui est reconnu, c'est plus facile parce qu'on fait du cas par cas et qu'on peut intervenir vraiment ponctuellement sans troubler tout l'équilibre de la maison, parce que du moment qu'on va mettre des matériaux synthétiques, on aura des problèmes d'humidité, etc., etc. Mais oui, en fait, il y a des solutions sur mesure qui arrivent peut-être pas tout à fait aux normes, mais presque. Mais évidemment, c'est des solutions qui sont un peu plus compliquées à mettre en place et qui coûtent probablement aussi un peu plus cher. Et donc, on est dans le cercle infernal. Voilà. Peut-être juste par rapport à ce que vous venez de dire, je crois que toutes les architectures qu'on a qualifiées à un moment donné de climatiques, bioclimatiques, je pense au contexte des années 60-70, en particulier aux États-Unis, sont nées de toute façon dans des contextes de gens qui cherchaient des modes de vie alternatifs, dans les communautés hippies pour aller vite. Donc, par rapport à ce que vous dites, le fait que ça, peut-être qu'il y a certaines façons d'habiter, et là je parle vraiment d'habiter au sens large, qui vont à l'encontre d'une certaine marge du monde, évidemment, il n'est pas sûr que la marge du monde, elle soit au service des habitats type celui de mon voisin, hein, même si c'est lui en béton. Mais voilà, donc ça, je dirais que ça, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de nouveau, en fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est une note d'espoir, mais...
c'est pas une invention du XXe siècle. Je veux dire, les maisons traditionnelles africaines ou grecques. Après, par rapport à ça, la dame dit que c'est pas une invention récente, hein, toutes ces maisons écologiques, et, enfin, ou bioclimatiques, ou, enfin, on peut trouver plein de qualificatifs. Tout à fait. Par contre, il y a une récupération de ça dans un système de pensée qui, lui, est technocratique. Et je pense que la maison écologique intelligente illustre un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on va chercher des façons de faire et des façons d'habiter locales. On ne prend pas tout, on prend que ce qui nous intéresse et on l'utilise selon un mode de pensée et du coup d'habiter qui est celui du monde que peut-être là on est en train de critiquer un petit peu. Donc ça veut dire aussi que cette maison écologique intelligente, pour le dire autrement, elle ne remet pas en cause la climatisation, par exemple. À l'époque de l'Anthropocène et d'une certaine surchauffe de la planète, on pourrait se dire, on pourrait peut-être s'interroger sur la question de la climatisation. Elle ne remet pas en cause la climatisation. Elle essaye de la perdurer à moindre coût énergétique. Donc ça veut quand même dire continuer de faire marcher un certain monde avec un certain type de confort, avec certaines façons d'habiter, de produire, de consommer. Mais pour que ça coûte un peu moins, pour qu'on puisse peut-être le perdurer encore plus longtemps. Donc voilà, c'est effectivement, ça a toujours existé, mais parfois c'est réinséré dans un système de pensée qui est autre que celui dans lequel ça existait initialement. Ouais. Malheureusement, le temps nous presse un petit peu, mais on peut vous applaudir et vous remercier vivement pour ces...